Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staner. La répression s'intensifie en Iran à l'approche du premier anniversaire du soulèvement qui a eu lieu après la mort de Mahsa Amini, arrêtée pour ne pas avoir voilé ses cheveux. Elle est décédée le 16 septembre 2022 lors de sa détention. Des dizaines de militantes des droits des femmes ont été arrêtées ces derniers jours et la liste des arrestations s'allonge aussi parmi les adeptes de la minorité religieuse non reconnue par la République islamique d'Iran, les Bahaïs. Pour en parler, j'ai invité Hamdam Nadafi du Bureau des affaires extérieures des Bahaïs en France. Bonjour. Bonjour. Qui sont les Bahaïs et combien sont-ils aujourd'hui en Iran ? En Iran. Alors en Iran, c'est la plus grande minorité non musulmane du pays, plus grande minorité religieuse non musulmane du pays, qui représente, pour les derniers chiffres que nous avons, plus de 350 000 personnes, mais nous pensons qu'il y a bien plus de Bahaïs aujourd'hui en Iran, Et donc pour répondre à la première question que vous posiez, qui sont les Bahaïs aujourd'hui, que ce soit en Iran ou à travers le monde? Les Bahaïs sont les personnes donc, qui suivent les enseignements de la foi Bahaï, la religion Bahaï, qui prône donc un monothéisme, l'unicité de Dieu, qui est le même pour toutes les religions, et l'unité de l'ensemble des religions. Et les Bahaïs, où qu'ils soient, sont ces fidèles des enseignements Bahaïs qui cherchent à œuvrer pour le progrès, tout simplement, pour le progrès matériel, spirituel et social du pays dans lequel ils sont. Et quelle est l'origine de cette religion ? Alors la foi Bahaï a été révélée et née en Perse, donc la Perse, l'actuel Iran, est le berceau de la foi Bahaï, mais c'est une religion qui n'est pas liée à une quelconque diaspora iranienne. Il y a plus de 7 millions aujourd'hui de Bahaïs à travers le monde, et les Bahaïs sont représentatifs de la grande diversité culturelle qui existe partout dans le monde, et donc il y a des Bahaïs en France, des Bahaïs en Afrique, des Bahaïs dans chaque pays aujourd'hui du globe. Et alors que les chrétiens et même les juifs bénéficient en Iran d'un statut qui garantit théoriquement une liberté de culte, c'est très relatif quand même, les Bahaïs, eux, n'ont absolument aucun droit en Iran. Comment vivent-ils ? Alors, vous faites bien en effet de souligner cette distinction, puisque la constitution iranienne reconnaît d'autres religions que l'islam, donc le christianisme, le judaïsme et le zoroastrianisme, mais la religion bahaï est volontairement non mentionnée dans la constitution. Je dis volontairement puisque les travaux préparatoires ont permis de montrer en effet les discussions préparatoires à cette constitution. Eh bien, comment le vivent-ils ? Comme vous l'avez souligné, on est au-delà d'une simple discrimination. Évidemment qu'il existe une discrimination à l'égard... On parle véritablement de persécution, et on parle de persécution institutionnalisée, puisque des documents officiels qui ont été mis à jour par les rapporteurs des Nations Unies déjà dans les années 90 ont permis de montrer qu'il existe des documents, des mémorandums, des directives, et qui sont régulièrement envoyés par les autorités, les plus hautes instances du pays, donc à savoir le guide suprême, aux différentes instances du pays, pour leur demander de mettre en place cette persécution qui va, comme l'a dit un rapporteur spécial à l'époque, Heiner Bielefeld, du berceau à la tombe. Les Bahaïs, comme vous le dites, sont niés de l'ensemble de leurs droits dans ce pays. Dans la vie quotidienne, ça veut dire quoi ? Dans la vie quotidienne, eh bien, ça veut dire tout simplement quand les enfants sont à l'école, par exemple, que les enseignants et le directeur assez régulièrement ont des actions d'opposition, d'insultes, notamment par leurs propres camarades d'école. Donc il y a cette persécution qui est mise en place dès l'école. Ensuite, dans la vie quotidienne, eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a aucun Bahaï qui est autorisé à intégrer l'université. Ça, c'est une directive qui est clairement établie, où les Bahaïs, aussitôt qu'ils sont identifiés comme Bahaïs, doivent être expulsés et on doit leur empêcher d'aller au bout de leurs études quand ils ont l'autorisation, ne serait-ce que d'accéder à la première année, ce qui était extrêmement rare. Les Bahaïs sont privés de l'accès à l'emploi, puisque les Bahaïs ont été licenciés de tout emploi. Ils ont été licenciés de l'ensemble du secteur public au lendemain de la Révolution, et les entreprises privées sont aujourd'hui régulièrement menacées, subissent des sanctions lorsqu'elles emploient des Bahaïs. Et puis la persécution va jusqu'à des émissions de radio, de télé, des sites internet sous la main des autorités qui clairement incitent à la haine par une propagande anti-Bahaï. Je vous disais, comme le disait ce rapporteur spécial, que les Bahaïs sont persécutés jusqu'à la tombe, puisque les Bahaïs subissent aujourd'hui une sévère persécution, de sévères représailles au moment où ils doivent enterrer leurs morts. Et au quotidien, tout simplement, malheureusement, ce sont des arrestations, des perquisitions à domicile, des fouilles et des peines d'emprisonnement
pouvant aller jusqu'à plusieurs années, voire 10 ans, ce qui est le cas il y a à peine une semaine d'un monsieur de 90 ans qui a déjà purgé une peine de 10 ans parce qu'uniquement il est bahaï et qui vient à nouveau à 90 ans d'être arrêté et qui risque une très lourde peine à un âge quand même déjà très avancé dans une condition de santé très 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 difficile. Le motif de condamnation, c'est d'être bahaï, tout simplement. Alors c'est les mêmes motifs, vous savez, qu'on va trouver pour la plupart des personnes aujourd'hui qui ont des opinions qui sont qui ne vont pas dans le sens en tout cas de ce que voudrait un certain clergé fondamentaliste. Oui, le motif c'est atteinte à la sécurité du pays, espionnage pour le compte d'Israël. Oui. Parce que les lieux saints bahaïs se trouvent en Israël, mais il faut savoir que les lieux saints bahaïs se trouvent en Israël parce que le prophète Baha'u'llah a été envoyé en exil par les autorités perses et ottomanes dans ce qui à l'époque n'était pas encore l'État d'Israël, mais qu'il est devenu par la suite, donc en tout cas à Saint-Jean d'Acre à l'époque. Alors cette persécution, elle est voulue et encouragée par les autorités, mais du côté de la population, est-ce que les Iraniens de tous les jours sont également convaincus que les bahaïs sont mauvais, des espions, Non, alors bien sûr c'est une très bonne question et c'est pour ça que je précise que c'est une certaine partie du clergé et des autorités et bien entendu dans la population, on va aussi trouver deux positions. Il faut savoir que les bahaïs, cette persécution institutionnalisée et systématique dont je parle est en place depuis plus de 44 ans. Qu'il y a précisément 40 ans, donc le 18 juin 1983, 10 femmes bahaïs ont été pendues, exécutées uniquement pour leurs convictions, uniquement pour avoir refusé de renier à leurs idéaux. Et quels étaient les idéaux qu'elles défendaient il y a déjà 40 ans de cela, la liberté de penser, la liberté de croire, l'égalité de l'homme et de la femme, parce que c'est un principe fondamental de la foi bahaï, cette égalité de l'homme et de la femme. Évidemment fait mauvais genre en Iran. Et on se rend bien compte aujourd'hui que ce sont les mêmes idéaux et les mêmes aspirations que le peuple iranien est aujourd'hui en demande et qu'aujourd'hui souffre justement de ce non-respect de ces droits, de cette liberté, de cette égalité, de cette justice. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et on le répète, la souffrance du peuple iranien, bien sûr qu'on la comprend, bien sûr qu'on la partage. Ça fait plus de 40 ans que les bahaïs savent ce que c'est que d'être arrêté sans fondement, que d'avoir un membre de la famille emprisonné sans savoir où il se trouve, dans quelles conditions se passent les détentions, de savoir bien sûr toutes les difficultés et la dureté que peuvent entraîner ce genre d'interrogatoire. Donc c'est véritablement une histoire commune aujourd'hui que l'on partage tous ensemble en Iran. Merci à Madame Nadafi du Bureau des Affaires extérieures des Bahaïs en France de nous avoir éclairé sur ce sujet trop méconnu. Merci beaucoup. Dans une 13h30, Thierry Staller. SOS SPA. En cette fin août, de nombreux refuges de la Société protectrice des animaux tirent la sonnette d'alarme. Ils sont débordés par la vague d'abandon de l'été. On fait le point ce midi avec Guillaume Sanchez, directeur général de la SPA. Bonjour. Bonjour à vous, merci de m'inviter. Combien d'animaux abandonnés avez-vous accueillis cet été dans les différents refuges à travers la France ? Alors cet été, on est à plus de 14 000 animaux déjà abandonnés dans nos refuges à travers la France. Et ça aurait pu être plus, compte tenu des nombreuses listes d'abandons qu'on a dû constituer, faute de place. Plus de 14 000 abandons cet été. Plus de 14 000 abandons. C'est plus que l'an dernier ? On est juste sur la période estivale stable, mais il faut savoir que depuis le début de l'année, le nombre de prises en charge a augmenté de plus de 3%. Et si la liste n'a pas augmenté là, c'est qu'on est déjà parti avec un nombre d'animaux présents et j'ai pas plus de place dans mes murs. Oui, alors des refuges saturés, je le disais, quelles sont les conséquences concrètes pour la SPA et pour ceux qui s'occupent des refuges ? Les conséquences très concrètes, elles sont pour les animaux, elles sont vraiment pour les hommes. On en parlait un tout petit peu hors antenne. Mes équipes sont désespérées, les salariés comme les bénévoles, parce qu'en termes d'adoption, en fait, un animal qui sort, c'est un animal qui entre. On est à moins 4% sur l'été d'adoption et donc on ne peut pas faire entrer de nouveaux animaux. On a plein de gens et plein de fourrières qui nous proposent des animaux, qui nous demandent de les prendre et on doit les refuser. Donc le moral est bas pour les animaux. Vous refusez les abandons Oui, faute de place. Ah oui. Faute de place. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a des chiens et des chats qui restent en fourrière. Quand on arrive à avoir des fourrières compréhensives, c'est souvent le cas. On échange avec d'autres associations, on essaie de se faire de la place et de se rendre des coups de main. Mais il y a des animaux, je le dis, sont euthanasiés. Euthanasiés. Il faut préciser que pour abandonner un animal, un chat, un chien, dans un refuge de la SPA, il faut s'acquitter d'un droit d'abandon qui est de 80 euros. 80 euros, tout à fait. Voilà. Et du coup, les gens préfèrent les abandonner sur le bord des routes ?
Oui et non, parce que en fait, s'il le faisait sur les bords du route, dès lors que l'animal est identifié, ce qui est le cas pour à peu près 90% des chiens, en fait, les gens seraient retrouvés à travers la fourrière et paieraient une amende. Oui. Donc finalement, ça n'a pas lien direct. L'autre conséquence, c'est que c'est un 80 € fixé, mais en fait, on s'adapte à la situation. Il y a des gens qui sont en pleine misère sociale. En revanche, on ne veut pas non plus que l'acte d'abandon, il n'ait pas de prix. Parce qu'en fait, il en a un moral et il en a un concrètement pour la SPA. Oui, parce que vous vous occupez des animaux derrière, il faut les nourrir, il faut les nourrir, soigner. et puis c'est aussi prendre la mesure qu'en fait c'est l'animal, c'est pas juste je l'ai pris, je viens le jeter et c'est comme ça. C'est pour ça que quelque part on fait de l'adoption responsable, on fait aussi un abandon responsable. L'abandon responsable, je le redis, si quelqu'un vient voir en disant j'ai plus de boulot, j'ai plus de famille, j'ai plus de logement, est-ce que vous pouvez prendre mon animal? On ne le fera pas payer. Mais quelqu'un qui nous dit ah, j'ai vu tel rappeur prendre train d'animal, je l'ai éduqué n'importe comment. Oui. Mille fois. Alors comment en est-on arrivé là? Il y a d'abord eu l'effet Covid, cette période où durant le confinement on trouvait ça charmant et réconfortant d'avoir une petite boule de poil à câliner. Et puis maintenant il y a l'effet de l'inflation. Le prix des croquettes pour chats et pour chiens a explosé ces derniers mois et pour certaines familles, l'animal est en effet un poids budgétaire important. Vous venez vraiment de citer les deux principales causes. J'en ajouterai une troisième qui sont les frais de santé. Les frais vétérinaires ont explosé, pas par de nouveaux actes, mais tout simplement parce qu'au moindre accident, les gens sont trop justes budgétairement et les actes vétérinaires ont augmenté. Et donc on vient nous voir également pour des raisons de vieillesse et de santé. Donc ça fait trois causes. Ne serait-ce que la stérilisation par exemple, ça coûte 150 € à peu près. Exactement, tout à fait. La stérilisation, et moi j'ai eu le cas encore il y a quelques mois, on a un propriétaire qui était quelqu'un de super, mais en fait son chat est tombé depuis son balcon, s'est fracturé la colonne vertébrale, il y en avait pour 1400 €, il a dit mais moi je peux pas faire, je sais pas faire. Et dans ce cas-là, vous aidez? Alors nous, on a un budget d'aide, mais qui est mineur par rapport aux besoins. Parfois, on va récupérer l'animal. En effet, on le récupère et on le soigne en fait. S'il nous vient l'abandonner. Là, en l'occurrence, on a monté une cagnotte en ligne pour faire soigner l'animal. Dans les villes du Sud, comment les refuges gèrent en ce moment la canicule dont souffrent aussi bien sûr les animaux? Oui. Écoutez, juste avant de venir, j'ai fait partir un message à l'ensemble des refuges. On va fermer plus tôt, on va démarrer plus tôt, on va adapter nos horaires. Ça veut dire malheureusement que les animaux restent encore plus longtemps soumis à la chaleur, parce que notamment pour les chiens, ils sont dans les box, et pour les plus vieux refuges, il n'y a pas de climatisation. Donc nous on s'adapte, on s'investit, on fait de la nourriture congelée, on met des piscines, on met des jeux d'eau, on asperge quand on peut le faire, mais faut-il encore avoir les moyens de faire les travaux et le fait d'être accordé à l'eau? C'est une grande inquiétude, c'est-à-dire qu'avec l'augmentation de la chaleur, est-ce que demain il y aura de l'eau dans les refuges? Alors, il y a une hausse des abandons. Est-ce que, parallèlement, il y a aussi une augmentation, une tendance concernant les adoptions? Parce que vous recevez aussi, bien sûr, des gens qui veulent adopter des animaux. Malheureusement, non. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui me mine le plus, c'est ça qui mine les équipes. Généralement, on a toujours réussi, on a toujours un nombre d'animaux présents depuis plus longtemps parce qu'il y a des vrais problèmes d'éducation, donc on garde plus longtemps. Mais en revanche, on les faisait partir. Là, depuis le début de l'été, moins 4%, ça peut sembler peu, moins 4%. Sauf que moins 4%, c'est 1000 animaux d'écart, 1000 animaux qui finalement créent la tension dans les équipes et qui conduisent à des refus. Il y a des gens qui disent mais je comprends pas pourquoi vous pouvez pas nous abandonner. Déjà il fallait pas prendre l'animal, et puis 2, on n'a pas de place. On n'a pas de place. Il y a les abandons et puis il y a ce qu'on pourrait appeler les vrais connards. À Drancy, un berger malinois battu et pendu à un grillage. Le propriétaire vient d'être interpellé. Vous intervenez pour des sauvetages aussi d'animaux maltraités? On a recensé l'année dernière une augmentation du nombre de signalements de plus de 52%. On est passé à 26 000 signalements. On récupère 4000 animaux victimes de la maltraitance directement. C'est-à-dire qu'il y a des délégués enquêteurs bénévoles ou une cellule anti-trafic constituée de professionnels pour récupérer les éleveurs, chez les éleveurs ou des filières cachées qui s'en occupent mal. C'est 4000 animaux l'année dernière. Donc oui, c'est un chiffre très conséquent. Quand vous dites des éleveurs, c'est des mafias en fait, hein. C'est des éleveurs qui respectent pas. Il y a plus de 80% des éleveurs qui travaillent très bien et il y en a 20% qui bossent comme des margoulins, pour reprendre un peu votre expression de tout à l'heure. Et on a eu le cas il y a encore au mois de mars, on a récupéré chez 3 éleveurs sur 5 sites différents 800 animaux. 800 animaux, dans des états mais catastrophiques. Des chiens qui ont la peau sur les os, des chiens qui manquent une patte,
un œil crevé et qui sont laissés, désolé du terme, mais dans la merde. Vraiment, il n'y a pas d'autre terme. D'autres associations comme Action Protection Animale font également des sauvetages. Sa présidente témoignait récemment sur BFM TV après la découverte de cas de maltraitance à Choisy-le-Roi en région parisienne. On écoute. En l'occurrence, l'animal qu'on voit dans la vidéo a la tête déformée par les coups. Il a beaucoup d'ecchymose. Il a la queue cassée en plusieurs parties. On voit que c'est un chien qui a été battu régulièrement sur une durée assez longue. Malheureusement, on a de plus en plus de personnes qui dérapent et qui passent leur nerf en fait sur les animaux parce que c'est facile. L'animal ne se défend pas, qu'il sert de défouloir. Et c'est des personnes en fait qui ont un problème qui est plus profond, mais c'est plus facile pour eux de l'extérioriser sur un animal qui pourra pas se défendre. Comment vous expliquez cette explosion des maltraitances animales, parfois même sur les réseaux sociaux? Ce sont des influenceurs qui se vantent de maltraiter leurs chats, leurs chiens. Alors, si j'exclus la case des influenceurs, je vais être très clair, il y a un vrai lien entre la misère humaine et la misère animale. C'est-à-dire que nous, dans les nombreux cas d'enquête, et c'était encore le cas il y a 2 ans, par exemple, dans une famille dans l'Est, où les aboiements dérangeaient les voisins, quand on est intervenu aux côtés de la gendarmerie et avec la police municipale, il y avait un gamin de 14 ans qui n'avait jamais été scolarisé de toute sa vie. Et en fait, c'est ça souvent. Il y a des familles très très modestes qui ne deviennent pas violentes pour autant avec leurs animaux. On est tout à fait d'accord. Donc il n'y a pas de lien immédiat. Mais on va quand même retrouver souvent il y a une corrélation. Il y a une vraie corrélation entre l'un et l'autre. Et sans faire le lien par contre entre, pour le coup, justement, le niveau de vie, on va avoir souvent des niveaux d'éducation. Qui pour le coup, les personnes vont... Je le redis, mais on va souvent trouver par exemple de la souffrance animale et de la souffrance chez les enfants à peu près située au même endroit. Alors rappelons que la peine encourue pour maltraitance qui irait jusqu'au décès de l'animal, c'est 5 ans de prison, 75 000 € d'amende. C'est ce qu'on encourt. Hein. Ouais. Est-ce que les tribunaux commencent à prendre les choses au sérieux ? Oui, parce que grosso modo, on les forme, on les accompagne et qu'il y a de plus en plus une sensibilité, et les magistrats le sont également. Et je vais vous dire également non, pour la simple et bonne raison qu'il y a des problèmes de place, il y a des problèmes de jugement, il y a des problèmes de preuve. C'est-à-dire que finalement, à un moment ou à un autre, nous, on va sauver l'animal, il va nous être cédé, mais pour autant, il n'y a pas tant de preuves matérielles que ça, puisque finalement la justice va considérer que les preuves ne sont pas suffisantes pour pouvoir condamner l'animal. Ça dépasse ce cadre-là, c'est vraiment un cadre sociétal et d'éducation. Guillaume Sanchez, comment on peut concrètement aider la SPA dans ces temps difficiles ? Il y a plein de manières. Déjà en portant notre message, et j'oserais dire que si vous voyez des choses, mais même dans votre propre famille, en discuter avec la personne. Tout simplement, si quelqu'un vous dit « Ah là là, j'ai tellement envie d'un animal cette année », peut-être discuter avec lui, voir est-ce que le projet est bien réfléchi. Qu'est-ce qui se passe si tu n'as plus d'argent ? Qu'est-ce qui se passe si tu divorces ? Qu'est-ce qui se passe si tu meurs ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, nous, on est content d'accueillir. On a des gens qui sont là pour conseiller. Et oui, on a envie de tel chien, telle race de chien. Mais une race, c'est pas une marque de bagnole, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, chez nous, il y a plutôt des bâtards, mais par contre, on est là en mesure de conseiller, de donner finalement le cadre d'une adoption responsable. Donc, venez chez nous. Et la troisième manière, c'est de porter nos combats, soit par le don, soit en étant bénévole. Par exemple, si vous-même voulez accueillir nos petits chatons... J'en ai 2 déjà, donc... parfait. Mais même en biberonnant la nuit, parce qu'on recherche des familles d'accueil pour accueillir les chatons. Et tout simplement, parfois en devenant adhérent dans une association de protection animale. D'autres, comme nous, font très bien le boulot, mais également à la SPA. On est 22 000. Venez nous rejoindre dans le combat. Merci beaucoup, Guillaume Sanchez, directeur général de la SPA, d'être venu dans les débats de l'été. Dans un instant, après la pause, on parlera de la rentrée politique avec le Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin à l'Élysée. À tout de suite. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Stanner. L'heure de la rentrée a sonné pour les responsables politiques. La plupart des partis organisent leurs universités d'été. Et ce matin, le gouvernement a repris le chemin de l'Élysée pour le premier Conseil des ministres autour d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui a promis une initiative d'ampleur d'ici la fin du mois d'août. À quoi faut-il s'attendre du côté de la majorité et du camp macroniste ? Pour en parler ce midi, j'ai invité Belkir Belhaddad, député Renaissance de la première circonscription de la Moselle. Bonjour. Bonjour. Jean Garrigue, historien et politologue. Bonjour Jean Garrigue. Bonjour. Et Jean-Philippe Dubrulle, directeur d'études à l'IFOP. Bonjour. Bonjour. Belkir Belhaddad, votre collègue Carl Olive, député Renaissance des Yvelines, a publié une tribune dans le journal du dimanche et Sylvain Maillard, le chef des députés Renaissance, l'a convoqué devant le bureau du groupe à l'Assemblée nationale où il risquerait une sanction. Vous êtes plutôt sur la ligne Olive ou sur la ligne Maillard ?
Excellente question. Bonjour à tous. Écoutez, Carl Olive a décidé de s'exprimer dans le JDD. C'est son choix que je respecte. Alors que le président du groupe avait justement demandé d'entendre un peu dans l'attente de voir la ligne éditoriale posée par Geoffrey Lejeune. Moi, je suis totalement convaincu que le respect de l'indépendance éditoriale des journalistes, c'est un principe essentiel de la liberté de la presse et que chaque rédaction a le droit d'avoir sa propre ligne éditoriale tant qu'elle respecte ses obligations. Et je pense que c'est pas au rôle d'un actionnaire de l'imposer. C'est là où je crois il y a divergence. Jean Garrigue, d'un mot que vous inspire cette oukase de la majorité contre un média comme le Journal du Dimanche? Écoutez, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'on est en présence d'une surconcentration inhabituelle des médias, et c'est vrai avec une forme d'interventionnisme du propriétaire qui tranche avec ce qu'ont été les pratiques depuis quelques années. On avait connu plus ou moins ça il y a une trentaine d'années avec le groupe Hersant, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe autour de M. Bolloré, il y a quelque chose qui, on le voit, menace une forme d'indépendance de la presse, et d'ailleurs les départs et les grèves de journalistes l'attestent. Donc, je comprends qu'il puisse y avoir quand même des réticences du côté du groupe Renaissance. Bon, maintenant, faut-il interdire à un député d'intervenir dans un média? C'est un problème. J'avoue, j'ai pas la réponse. Je pense qu'il s'agit là d'un acte, j'allais dire, symbolique. En tout cas, la prise de position du président de groupe fait part d'une réticence, même d'une hostilité face à cette surconcentration médiatique. Maintenant, je pense aussi qu'il faut respecter la liberté d'abord de l'information et la liberté d'expression de chacun, y compris des députés d'un groupe politique, quel qu'il soit. Donc, vous voyez, j'avoue que là-dessus, je ne suis pas rigide et je n'ai pas véritablement de réponse appropriée. Alors après l'annonce par Emmanuel Macron d'une initiative politique d'ampleur à la fin du mois, initiative politique d'ampleur, c'était ses mots, l'Élysée a précisé que le président souhaitait seulement travailler avec ceux qui composent l'arc républicain, c'est-à-dire tous les partis sauf le Rassemblement national et la France insoumise. Est-ce que cette posture est entendable par les Français, Jean-Philippe Dubrulle? On parle à tout le monde sauf à ceux-là. Alors, elle est entendable dans la mesure où, et c'est la stratégie de l'exécutif et de la majorité relative depuis un certain nombre de mois, elle est entendable dans la mesure où le camp présidentiel a pris soin de profiter du mode d'expression et parfois des outrances de la France insoumise pour finalement écarter, repousser, reléguer ce parti-là aux franges du fameux arc républicain. Donc c'est quelque chose qui est entendable surtout, il faut se l'avouer, entendable surtout pour le socle électoral et de sympathisants de la majorité. Bien sûr. Parce que c'est ça, on n'est pas quand Emmanuel Macron ou Elisabeth Borne parlent d'arc républicain et tentent en gros d'écarter tout ce qui selon eux en sort, c'est pas dans une volonté d'apaisement, de concorde ou de rassembler les Français. Rassembler les Français, on peut prendre tout le monde. Là, on est vraiment dans une démarche de stimuler, de servir, de rassurer sa propre base à soi, qui sont les électeurs En Marche et un peu, on va dire, de la gauche et la droite de gouvernement, comme on disait avant. Jean Garrigue, cette expression l'arc républicain qu'on entend à tout bout de champ, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Historiquement, elle inspire beaucoup de choses parce que c'est une expression, sous d'autres formes, on employait à l'époque la défense républicaine, la concentration républicaine, déjà sous la Troisième République, qui tendait effectivement à exclure du champ, ou en tout cas à combattre des forces qui s'en étaient exclues ou qu'on considérait comme exclues de ce champ. Bon, la stratégie de conflictualité qui a été choisie par la France insoumise depuis 2022
de manière très, très claire, permettrait de justifier, en tout cas, cette assertion et cette manière de voir les choses. Mais comme l'a dit mon camarade, c'est avant tout un message adressé à l'électorat d'Emmanuel Macron, et peut-être aussi une manière de, comment dirais-je, consolider ou d'aller vers la consolidation de ce qui va être quand même, à mon sens, l'axe politique des semaines et peut-être des mois qui viendront, c'est-à-dire un rapprochement présumé, en tout cas une tentative de rapprochement avec les Républicains. Donc en excluant, si vous voulez, d'un côté le Rassemblement national et de l'autre la France insoumise, on renforce la potentialité d'un accord avec les Républicains. Et je pense que c'est ça, fondamentalement, qui est aux origines de cette démarche. Belkir Belhaddad, vous y croyez, vous, à ce rapprochement avec les Républicains? C'est pas gagné sur le papier. Belkir? Oui, je vous ai perdu. Pardon. Je vous demandais si vous y croyez, vous, à ce rapprochement avec les Républicains dont parlait à l'instant Jean Garrigue. Je pense que oui, il suffit simplement de regarder le nombre de textes qui ont été votés. Je prends les propositions de loi qui ont été proposées par notre majorité, même si elle est relative. Nous avons réussi à les faire adopter à l'unanimité pour les 2/3 d'entre eux. Et je ne parle pas de ceux qui ont été proposés par nos oppositions constructives. Donc ça veut dire qu'il y a une voie possible pour travailler avec les Républicains, mais pas que. Je crois que dans une société où beaucoup appellent à la radicalité, il est encore heureux que des voix comme celle du président se fassent entendre. Bon, c'est vrai qu'il a l'habitude de dire la vérité aux Français, c'est important, même quand elle n'est pas toujours agréable à le dire. Et la position de la majorité, c'est de refuser toutes ces outrances et les propos caricaturaux qui effectivement sont un contrepoint à certaines outrances largement développées par les extrêmes qui ont été évoquées tout à l'heure. Bon, on verra bien à quoi ressemble cette initiative politique d'ampleur annoncée par Emmanuel Macron pour la fin août. En attendant, du côté des Républicains, quand Olivier Marleix assure qu'il déposera une motion de censure contre le gouvernement si, par exemple, la loi sur l'immigration est trop laxiste, il y a encore du chemin à faire pour rapprocher les macronistes des LR, Jean Garrigue. Ah oui, ça c'est une certitude, on l'a bien vu au moment de la crise des retraites et ça continue. Bon, d'abord, vous avez une frange autour d'Aurélien Pradier dont on voit très bien qu'elle se situe sur le terrain d'une droite sociale et donc en opposition assez claire par rapport à ce qu'est la politique menée par Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Et puis au sein même donc de la majorité des LR, on voit bien qu'il y a des divergences non seulement idéologiques mais stratégiques sur la manière de préparer les échéances qui arrivent. Est-ce que c'est ça aussi? Il y a d'abord un renouvellement sénatorial au mois de septembre, puis les élections européennes. Donc si vous voulez, tout ça fait que vous avez une nécessité de peser très, très, je dirais, finement la stratégie qui va être choisie, et évidemment avec la crainte d'être absorbé, dévoré par ce qu'on appelle le macronisme ou la Renaissance. Donc il y a là une difficulté majeure, même si sur le fond des choses, sur un certain nombre de sujets, il peut y avoir convergence. On peut trouver effectivement des convergences. Mais je le répète, sur le plan de la stratégie politique, c'est pas du tout évident que les Républicains aient intérêt à cette alliance. Le gros morceau de la rentrée parlementaire, ce sera évidemment le projet de loi de finances. Et la potion risque d'être amère pour les Français, puisqu'on parle d'augmenter la fiscalité écologique, une hausse des franchises médicales, d'une taxe sur les sociétés d'autoroutes. Est-ce que la bombe sociale menace la rentrée, Jean-Philippe Dubrulle? Assez clairement, puisqu'on est quand même dans une période depuis un bon moment d'inflation généralisée. Tous les indicateurs montrent que d'année en année, les budgets ont augmenté. Dernièrement, ce qui est sorti, c'est le coût de la vie pour un étudiant, par exemple, je crois qu'il a pris quasiment une dizaine de %. Donc,
tous les Français, toutes les catégories de Français éprouvent cette inflation-là, et autant ça fait un certain nombre d'années qu'on a eu, en tout cas que dans nos enquêtes, on n'a pas eu de retour des Français de leur part vis-à-vis d'un sentiment de matraquage fiscal. C'était très prégnant sous le quinquennat Hollande, par exemple, le sentiment de matraquage fiscal. Et c'est quelque chose qui, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, en 2017, donc la première, c'est quelque chose qu'on n'a pas retrouvé dans les discours. Et le risque là, c'est de déclencher ça avec toutes ces augmentations-là, et sans parler des quelques bruits ou rumeurs sur d'éventuelles augmentations particulièrement salées de diverses taxes. Tout ça déjà rompt quelque part avec le climat fiscal, on va dire, qu'avait instauré Emmanuel Macron, mais ça tombe surtout au plus mauvais moment possible. Voilà, on est dans une période d'inflation. S'il y a un moment où peut-être il fallait y aller mollo pour parler familièrement, c'est pendant cette période-là. Oui, là, ça va au-delà de la fin du quoi qu'il en coûte. Belkir Belhaddad, est-ce que vous craignez aussi cette bombe sociale? Est-ce que le gouvernement est réduit à toujours trouver des solutions en augmentant les taxes pour réduire le déficit? C'est une vraie inquiétude que je partage, même si le pic de l'inflation semble être derrière nous, mais il est relativement, haut. Les prix vont pas rebaisser. Oui, tout à fait. Et je dirais que la hausse des prix continue d'avoir un impact sur le pouvoir d'achat des ménages français, et notamment les plus modestes. C'est tout à fait clair. Donc une vraie inquiétude de ma part. Les pistes qui sont proposées, parce que ce sont des pistes aujourd'hui, que ce soit la suppression de Pinel, le bouclier tarifaire, voilà, ce sont un ensemble de mesures de pistes. Le projet de loi sera présenté dans un mois et il y aura un débat parlementaire avec un certain nombre de propositions. Malgré tout, nous continuons à soutenir notamment nos artisans, les étudiants, ou à l'occasion de la rentrée scolaire, l'allocation de rentrée scolaire qui vient d'être versée, c'est pratiquement 400 € en moyenne par enfant. Oui, mais avec le prix des fournitures qui a augmenté de 11%. Oui, tout à fait, mais on ne peut pas compenser la totalité ou le repas à 1 euro pour les étudiants. Et je dirais que nos axes de travail doivent s'orienter vers la recherche d'une souveraineté à la fois alimentaire, une production décarbonée, travailler sur la qualité de l'alimentation dans les cantines scolaires, lutter contre l'obésité ou la sédentarité. Là, ce sont des enjeux majeurs qui doivent orienter à la fois notre politique fiscale et autres politiques qui doivent nous amener à faire en sorte d'atténuer ces effets-là sur les Français les plus fragiles. Je rajoute que les industriels et la grande distribution doivent également faire des efforts sur leurs marges. On l'a constaté, il ne doit pas y avoir de profiteurs de crise. Il est hors de question qu'on puisse l'accepter. Vous restez avec nous tous les trois. On poursuit cet échange dans un instant après la pause. Et bien sûr, nos auditeurs nous appellent au 0826 300 300. À tout de suite dans les débats de l'été. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staller. Les dossiers chauds de la rentrée pour Emmanuel Macron, le gouvernement et la majorité présidentielle. On en parle dans les débats de l'été avec Belkir Belhaddad, député Renaissance de Moselle, Jean Garrigue, historien et politologue, Jean-Philippe Dubrulle, directeur d'études à l'IFOP. Et avec vous, chers auditeurs, Olivier, vous nous appelez de Beaucaire. Soyez le bienvenu. C'est ça, je vous appelle de Beaucaire. Oui, je voulais intervenir. Surtout suite à ce qui s'est passé à Nîmes et ce qui s'est passé à Marseille aussi, puisqu'il y a un jeune de 14 ans qui est mort encore hier à Marseille d'une fusillade. Je comprends pas le gouvernement, il fait pas son boulot, il n'est pas à la hauteur. Je vais vous expliquer quelque chose. Moi, j'habite Beaucaire. Si demain je veux une Kalachnikov, je sais où il faut aller la chercher. Moi, je le sais et je devrais pas le savoir parce que normalement c'est secret, c'est des endroits. Mais à Beaucaire, tout le monde le sait. Et je pense qu'à Nîmes, c'est exactement la même chose. Les gens savent, s'ils veulent une Kalachnikov, ils savent où il faut aller, ils savent le prix que ça coûte, on peut l'acheter. Et je ne comprends pas que la police, elle ne sait pas. Tout le monde le sait, sauf la police. À un moment donné, il y a quelqu'un qui ne fait pas son travail.
Et qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Le ministre de l'Intérieur a envoyé la CRS 8. Honnêtement, à Nîmes, là, on en parle maintenant, mais c'est toutes les semaines, des tirs de Kalachnikov. C'est tout le temps dans le même endroit. À un moment donné, il faut dire stop, c'est des fusils de guerre. Il faut envoyer l'armée, il faut envoyer des soldats, il faut envoyer des tireurs d'élite. Et je vais être méchant, sévère, je ne devrais pas le dire, mais ces gens qui courent avec des Kalachnikov qui tirent, il faudrait des snipers pour les tuer, pour leur mettre une balle dans la tête. Oui, parce qu'ils ne méritent que ça et ils sont irrécupérables. Je vous dis bien, ces gens-là sont irrécupérables. Il faut démanteler les trafics avant tout. Parce qu'il va aller en il va recommencer. Alors vous savez, dans les prisons, quand les jeunes ils sortent, parce que j'étais dans une entreprise où il y avait beaucoup de délinquants qui étaient embauchés parce que le père venait pleurer pour pas qu'ils aillent en prison. Et quand ils sortent de prison, ils ont pris un grade, ils ont pris du galon. Vous entendez les jeunes, moi j'avais des jeunes qui travaillaient avec moi, ils étaient sous mes ordres, ils disaient, oh lui respect, il a fait 2 ans de prison. Mais c'est quoi ça? On est où là? Bon, on comprend bien, Olivier, que vous appelez à davantage de sécurité, à davantage de fermeté du côté de la police et de la justice. Jean-Philippe Dubrul, cette question de la sécurité, c'est vrai qu'elle est importante. Elisabeth Borne a dit se fixer pour objectif de répondre aux priorités des Français et elle a cité dans cet ordre-là, dans son tweet, dans son X, comme on dit maintenant, santé, éducation, pouvoir d'achat. Pas un mot sur la sécurité. C'est le bon tiercé dans ce qui préoccupe les Français aujourd'hui? Alors oui, globalement, c'est le bon tiercé. Ça reste les préoccupations assez prioritaires, assez immédiates. Mais c'est vrai que l'absence de la sécurité ou de l'insécurité dans la liste d'Elisabeth Borne est très surprenante parce que il n'y a pas plus tard que le mois dernier, on a quand même vécu des événements, les émeutes urbaines, particulièrement marquants, alors qui ont quand même eu un effet de sidération sur une partie de la population et sur la classe politique dans son ensemble. Donc, c'est comme si finalement cet événement-là avait disparu, alors qu'on voit que oui, la sécurité est un enjeu assez fondamental de nos compatriotes. Et puis, plus globalement, sur ce que fait l'exécutif, il y a une espèce quand même de flottement depuis l'adoption de la réforme des retraites au forceps, une espèce de quinquennat en suspens depuis, et on ne sait pas trop, en fait, où veut aller l'exécutif. Là, ce qui est énuméré, par exemple, Elisabeth Borne comme priorité, finalement, c'est l'exécutif, ce qu'il fait depuis plusieurs mois, c'est courir après l'actualité, sans définir forcément de cap, toujours dans la réaction. Et on voit bien que ça aussi se fait sur la thématique de l'insécurité, c'est-à-dire que quand il y a des tirs dont on parlait là à l'instant, quand il y a des tirs en ville, on dit qu'on dépêche une compagnie de CRS, fort bien. Quand il y a des émeutes urbaines, on annonce 2-3 mesures, mais on est plus d'un mois après, par exemple, de ces émeutes urbaines. Enfin, c'est quoi qu'est-ce qu'il en reste en fait? Et ça, pour le coup, les Français ne sont pas dupes de tout ça. Ils voient en tout cas qu'il y a, oui, une forme de flottement. Belkir Belhaddad, député Renaissance, vous avez l'impression que la Macronie court après l'actualité, comme disait Jean-Philippe Dubrul, sans véritable ligne d'horizon? Non, on ne court pas derrière ça. Ce sont des problèmes complexes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Ça fait plusieurs dizaines d'années. On ne peut pas nous mettre au bilan tout ce qui n'a pas pu être fait ces 20 ou 30 dernières années. Le trafic, la lutte contre le trafic de stupéfiants et des réseaux mafieux qui s'est intensifié. C'est un phénomène franco-français. C'est à l'échelle européenne, mondiale qu'il faut... oui, mais parlons de la France. Parlons de la France. Mais la présence permanente de la CRS 8 est pour moi quelque chose de prioritaire. C'est pas simplement y aller quand on a un décès malheureux d'un enfant. Il est qui ont été fixés par la première ministre. Belkir Belhaddad, la ligne devient mauvaise. Jean Garrigue, vous voulez réagir d'un mot sur cette question de la sécurité qui, alors Darmanin a effectivement envoyé la CRS 8 à Nîmes et il est très présent sur ce sujet-là, mais apparemment c'est pas dans la feuille de route immédiate d'Elisabeth Borne. Oui, d'un mot, il faut reconnaître que ces problèmes-là et, je dirais, cette gestion au coup par coup et par réaction des questions de sécurité notamment,
c'est pas nouveau du tout. C'était pareil du temps de François Hollande, c'était pareil du temps de Nicolas Sarkozy, en dépit des promesses qui avaient été faites, le Karcher, etc. Nicolas Sarkozy avait même enlevé cette police de proximité dont on nous dit aujourd'hui qu'elle est tellement nécessaire pour restaurer un semblant d'ordre et d'apaisement dans les quartiers. Donc, il y a des choses ont été faites. L'ambition pour Marseille de la part d'Emmanuel Macron, c'était un plan qui se voulait à long terme. Mais ce qui ressort de tout ça, c'est qu'il y a une demande sociale de fermeté, de sécurité, qui est très très forte, qui justement touche un certain nombre d'électeurs qui ne sont pas considérés dans l'arc républicain, et ça, je pense que c'est une faute de ne pas tenir compte de ces électeurs-là, et donc, effectivement, on attend quelque chose qui soit une ligne qui soit tracée par l'exécutif, et c'est vrai qu'on est dans une période de l'après-crise des retraites où c'est le flottement. Et c'est pour ça qu'on attend aussi cette grande initiative dont parle Emmanuel Macron et qui devrait... la grande difficulté étant de trouver une majorité pour voter tel ou tel plan ou telle réforme sécuritaire. Et c'est là encore, on en revient à cette alliance possible ou probable ou impossible avec les Républicains. Ou improbable. Ou improbable. Et la manière d'essayer de fédérer une partie de l'opinion autour de ce plan. Et Dieu sait que ça sera très compliqué, me semble. Justement, il nous reste très peu de temps, mais on ne peut pas passer sous silence le projet de loi immigration qui devrait finalement arriver en débat. C'était un peu l'arlésienne, ce projet de loi. Problème, le texte de Gérald Darmanin ne semble satisfaire personne, ni la gauche qui dénonce sa dureté, ni le RN qui le trouve trop laxiste, et ni les Républicains qui sont vent debout sur la dimension emploi notamment. Comment se présente l'équation? Ce sera un 49-3 ou le projet risque encore d'être reporté, Jean Garrigue? À mon sens, c'est tout le pari d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne de réussir sur ce terrain-là à éviter le 49-3, parce que le 49-3 va déjà il est préempté pour tout ce qui concerne les questions budgétaires. Oui, ça, et sûr. Sur cette question-là, c'est le test, en fait. Cette loi sur l'immigration, c'est le test de la capacité de Renaissance à trouver une convergence avec les Républicains. Et c'est assez mal parti, puisqu'on avait vu qu'Éric Ciotti avait lui-même lancé des propositions qui mettaient la barre beaucoup plus haute que celle de Renaissance. Donc, vous voyez la difficulté, mais à mon sens, là, il va y avoir un test qui est très important pour l'avenir. Merci beaucoup à tous les trois, Belkir Belhaddad, député, Jean Garrigue et Jean-Philippe Dubrulle, d'avoir participé à cet échange dans les débats de l'été sur Sud Radio. Après les infos de 13h, je vous invite à une balade sur les quais de Seine à Paris avec les bouquinistes. À tout de suite. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staller. 240 bouquinistes en sursis à un an des Jeux Olympiques. Pour des raisons de sécurité aux abords de la Seine, la préfecture de police de Paris veut faire enlever les célèbres boîtes vertes. La mairie se propose de prendre l'opération à sa charge et même de rénover les boîtes. Mais Paris serait-elle encore Paris sans ces libraires en plein air qui font partie du paysage et de la carte postale depuis 4 siècles? Pour en parler ce midi, j'accueille Jérôme Calais, le président de l'association culturelle des bouquinistes de Paris. Bonjour Jérôme. Bonjour, merci de nous accueillir et de nous donner la parole. Et Laurent Buissière est avec nous également, bouquiniste lui aussi, quai Malaquais à Paris. Jérôme, vous avez vos boîtes à livres quai de Conti dans le 6e, c'est bien ça? Absolument, quai de Conti en face de l'entrée de la rue Guénégaud, tout près du Pont-Neuf. Et depuis combien de temps faites-vous la profession de libraire en plein air? 32 ans, presque 33. Laurent, 33 ans. Laurent Buissière, vous êtes quai Malaquais. Alors pour les auditeurs qui n'habitent pas Paris, ça ne leur parle pas forcément, mais y a-t-il des spots meilleurs que d'autres pour les bouquinistes le long des 3 kilomètres où on les trouve près de la Seine? Alors, je ne peux pas trop m'avancer sur cette question. J'ai commencé il y a assez peu de temps. Moi, je suis vraiment ouvert depuis 2 semaines. Et ma nomination vous êtes un tout jeune bouquiniste. Oui, en tout cas, je suis un nouveau bouquiniste, tout jeune et hélas, plus si jeune que ça, mais oui, relativement jeune. On parlera peut-être d'ailleurs de l'âge de la profession et du problème que ça
avec l'idée de déplacer les boîtes. Et donc, pour répondre à votre question, je pense que ça dépend un peu de ce qu'on vend, ça dépend de ce qu'on propose. En tout cas, je suis très content du quai Malaquais. Bon, ces jours-ci, il fait un peu chaud, on n'a pas d'arbres, voilà. Alors justement, j'allais poser la question, oui Jérôme, j'allais poser la question de la relève. Il y a encore des jeunes qui ont la vocation de devenir bouquinistes. Oui, il y en a pas assez à mon sens, mais c'est pas facile parce qu'en fait c'est un métier où il faut avoir roulé de sa bosse, il faut avoir déjà un bagage culturel important et ce bagage, on l'acquiert au fil du temps et des ans, à travers des voyages, à travers des métiers. Il faut savoir que la plupart des bouquinistes ont tous fait un ou plusieurs métiers avant de devenir bouquiniste et que ce sera leur dernier métier parce qu'en fait une fois qu'on devient bouquiniste, c'est quasiment pas d'exception à la règle, on finit bouquiniste, on meurt bouquiniste, vous voyez. Et pour juste ajouter par rapport à ce que disait Laurent au propos des quais plus ou moins bons, moi je me souviens toujours quand j'ai démarré il y a 32 ans, 33 ans, un vieux bouquiniste est venu me souhaiter la bienvenue une semaine après que je me sois installé et je lui dis j'ai une belle place, j'ai quai de Conti. Il me dit non, il n'y a pas de meilleure bonne place, il y a pas de bon quai et de mauvais quai, il y a que des mauvais bouquinistes. Et voilà. Et quelque part, j'entends de tout. Effectivement, il y a des quais plus fréquentés que d'autres, mais aujourd'hui, avec le tourisme de masse, par moment, il y a des quais qui paraissent très bons, mais en fait, il y a tellement de passages que les vrais passionnés, ils les fuient ces quais-là. Donc, les quais qui étaient jadis des bons quais ne le sont moins ou plus aujourd'hui. Et finalement, les quais tranquilles, et finalement, le bibliophile, l'amateur de culture, il aime bien un peu sa tranquillité. Voilà. Sur d'autres quais, c'est peut-être parfois. Aujourd'hui, c'est vrai quand même que le bouquiniste, c'est quand même le fond du problème. Voilà, s'il fait son métier avec passion, avec compétence, il aura toujours des clients, je crois. Alors, combien y a-t-il de bouquinistes à Paris et comment fait-on pour devenir bouquiniste? On rachète un pas de porte? Alors non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors il y a 240 emplacements, il y a en moyenne en permanence environ 220 bouquinistes, 225 bouquinistes en place. La moyenne d'âge est assez élevée, comme je vous le disais précédemment, du fait qu'il faut avoir roulé sa bosse. C'est souvent un métier, comme c'est un métier de passion qui est pas un gros, c'est un petit métier, hein, le dernier petit métier parisien, strictement parisien de rue qui reste. Il n'y a plus de vitrier, il n'y a plus de quart d'heure de laine, il n'y a plus de petits marchands de petite saison. C'est vraiment un tout petit métier, on ne gagne pas d'une fortune. Donc souvent, c'est un métier que les gens font, comme ils le font par passion, ils le font une fois qu'ils ont payé leur studio, leur appartement, qu'ils ont élevé les enfants, qu'ils ont payé l'école cours des enfants, qui sont arrivés à un moment où leur train de vie ne leur demande pas beaucoup, donc et là ils se lancent dans leur passion. Et souvent en plus, le conjoint, la conjointe, il a ou elle a un vrai métier avec un vrai salaire et c'est il ou elle qui fait bouillir vraiment la marmite. Après, pour l'âge, il faut savoir que plus de 80% des bouquinistes ont passé les 50 ans. Donc ça, c'est quand même, ça vous donne une idée de l'âge. Et presque 40% ont passé les 65 ans. Vous voyez, c'est un métier de personnes passionnées, mais un peu âgées. D'où la fragilité aussi, c'est sur quoi on va revenir plus tard, pour le déménagement des boîtes, mais c'est aussi là où c'est délicat. Laurent, je peux me permettre de vous demander votre âge? J'ai 46 ans. Donc vous êtes sous la moyenne d'âge des bouquinistes. Je posais la question, comment fait-on concrètement pour devenir bouquiniste? Est-ce que c'est comme un commerce avec un pas de porte qu'on rachète? Alors non, en fait, il faut être candidat. Il y a des commissions d'attribution dont la régularité varie. Jérôme, qui siège à ces commissions, pourra vous en parler mieux que moi. Donc moi, j'ai été candidat pour la commission qui s'est réunie ce printemps. Mon souhait a été exaucé, c'est-à-dire que j'ai non seulement eu un emplacement, mais à peu près là où je le souhaitais. Donc voilà. Et pour répondre à votre question, donc il n'y a pas de pas de porte. C'est une sorte de loyer gracieux. Donc on ne paye pas, voilà, on est nommé bouquiniste. En revanche, évidemment, les boîtes nous appartiennent et donc soit on les rachète à un confrère ou à une consoeur, ce qui a été mon cas, une bouquiniste qui partait en retraite à un âge avancé, très vénérable, puisque, enfin, je le donnerai pas, mais voilà. Et donc j'ai racheté ces boîtes et ensuite l'entretien est évidemment notre responsabilité. Voilà. Alors puisqu'on parle des boîtes qui sont peut-être appelées à être déménagées à l'ouverture des Jeux Olympiques, ça vaut combien une boîte à livres? Alors il n'y a pas de prix standard, mais en tout cas si on les fait refaire, ce qui risque de se passer si elles étaient enlevées, parce que si elles sont enlevées, vu l'état de beaucoup
coût de ces boîtes et puis la difficulté de les manipuler pour des gens qui ne sauraient pas faire, puisque si la mairie le fait, ça veut dire qu'elle va confier ça à une société, il va y avoir de la casse, bien plus que dans un déménagement. Et déjà, tous ceux qui ont fait des déménagements avec des professionnels, qui sont pourtant des professionnels, qui ne font que des déménagements, savent qu'il peut y avoir de la casse. Mais alors là, c'est complètement atypique. Ça n'existe pas, le métier de déménageur de boîte. Et comme elles sont, pour certaines, en très très mauvais état, en tout cas en état de grande fragilité, parce que c'est pas un mauvais état en tant que tel, c'est-à-dire qu'elles sont pas faites pour être déplacées, elles sont maintenues sur place. C'est un peu comme des voitures de collection, il faut changer un petit joint par-ci, une petite vis par-là, il faut bricoler tout le temps, et c'est comme ça qu'elles survivent et qu'elles peuvent rester sur les quais. Donc si elles sont cassées et qu'elles doivent être refaites, pour répondre à votre question sur le coût, je pense que ça coûterait par boîte plusieurs milliers d'euros. Voilà, donc c'est un coût absolument considérable dont la mairie, je crois, ne mesure pas ce qu'il représente, et comme elle ne représente pas d'ailleurs toute la logistique, le déplacement, enfin la casse qui va suivre. Bref. Jérôme Calais, vous êtes président de l'association culturelle des bouquinistes de Paris. Concrètement, on en est où de ces discussions entre vous, la préfecture de police, la mairie de Paris qui, je le disais, propose de prendre en charge le déménagement et la rénovation de ces boîtes? On en est où des discussions? Tout est acté ou ça discute encore? Jérôme? Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, le problème des grandes vacances, c'est que tout le monde est en vacances, à la mairie tout au moins. Donc pour l'instant, on espère une réunion dans le courant de septembre entre la mairie de Paris, les maires d'arrondissement concernés, c'est-à-dire Paris-Centre, 5e arrondissement, 6e arrondissement et 7e arrondissement, la préfecture de police et le bureau de l'association, parce qu'il faut savoir que le bureau de l'association, elle regroupe 90% des bouquinistes. Sur 220 bouquinistes, on en a 200 à l'association, ce qui est quand même énorme. Donc, et derrière nous, vraiment, on peut dire qu'on est le porte-parole de la pensée commune, puisque absolument tout le monde est d'accord avec nous qu'on a le leitmotiv, c'est on ne touche pas aux boîtes. Parce que toucher aux boîtes, les boîtes, c'est des boîtes qui ont plus de 100 ans, elles sont délicates, elles sont fragiles, ça se fait pas n'importe comment, chaque jeu de boîte est différent, il n'y a pas 2 jeux de boîte du même paire, il y a même des jeux de boîte où sur 4 ou 5 boîtes que constitue un jeu, il y en a 4 différentes ou 5 différentes, c'est aucune pareille. Et en plus, elles sont enchâssées sur le parapet, on n'a pas le droit de les fixer, mais il faut bien les bloquer. Donc c'est hyper ajusté. Vraiment un travail de spécialiste, d'artisan spécialisé de déménager un jeu de boîte. Alors là, si jamais ils font ça comme ils ont prévu de le faire sur une semaine, s'ils s'emboîtent en une semaine, ça va être un massacre, il y aura 3 ou 4 projets. Et là où ça va devenir extrêmement dangereux, alors déjà cette idée de vouloir déplacer les boîtes, c'est ouvrir la boîte de Pandore. C'est le cas de dire. Des dommages collatéraux inimaginables, et je pense qu'on n'imagine même pas tous les dommages que ça peut faire. Mais puis évidemment, vous demandez de faire place nette en plein été pendant les Jeux Olympiques, c'est aussi un énorme manque à gagner, Laurent. Alors oui, parce que c'est la période où on fait les noisettes, pardon. C'est la période où on fait les noisettes, c'est la période où on fait les noisettes pour l'hiver. Hein. Les journées sont plus longues, elles sont plus douces, il y a beaucoup de tourisme, il y a beaucoup de passages. Donc effectivement, on nous demandait de fermer. Et c'est pour ça que nous, association et représentants des bouquinistes, on demande une chose, on ne touche pas aux boîtes, on fait passer le déminage vérifie que les boîtes sont il n'y a pas de problème, et on les scelle, on les emballe, et ça se fait une semaine avant la cérémonie, et au terme de la cérémonie, on pourra reprendre notre travail normalement, sans avoir encouru le risque d'un déménagement hypothétique avec un calendrier complètement aléatoire et imprévisible et imprévu, avec des dommages qui, entre autres, je tiens quand même à le signaler, si vous avez 300 ou 400 boîtes de détruites, ce qui est un chiffre très optimiste, je dirais même, vous allez les remplacer comment? Par un unique modèle de boîte qui sera peint de la même couleur, et on va remplacer nos quais qui sont l'âme de Paris avec leur variété de formes, les boîtes avec ou sans auvent, ou avec ou sans coffre, petites, moyennes, grosses, avec des contrepoids derrière ou pas. Toutes ces boîtes qui font cette diversité, qui font la poésie des quais, on va les remplacer, on va transformer les quais en trains blindés. C'est-à-dire quelque chose de complètement ignoble, avec une ligne continue. Ça va être propre, hein. Mais il n'y aura plus aucune poésie, aucune âme. On aura tous les mêmes boîtes. C'est pas envisageable. Laurent Buissière, j'ai envie de dire, c'est d'autant plus dommage de vous enlever du paysage au moment où il y aura plein de touristes pour les Jeux Olympiques. C'est d'autant plus dommage que vous n'êtes pas seulement des marchands de bouquins, vous êtes aussi un peu des guides touristiques pour tous ces étrangers qui viennent visiter Paris et admirer notamment vos boîtes.
Je vous le confirme, on passe une partie pas significative, mais quand même assez quotidiennement de notre temps à indiquer les directions des différents musées, à renseigner les gens. On est effectivement des animateurs des quais dans une zone qui est très fréquentée par des touristes du monde entier. Et puis bon, on essaye quand même de les sensibiliser aux livres, en ce qui me concerne aussi un petit peu au vieux papier qu'on essaye de promouvoir, parce que voilà, c'est pas juste une activité commerciale banale, sans mépris pour les autres activités commerciales, mais enfin, il s'agit de la culture, et il s'agit en plus de la culture dans un cadre très particulier, qui est celui des quais, au cœur de Paris. Donc on essaie de trouver un écho. Par exemple, moi je suis à côté des Beaux-Arts, donc c'est aussi pour ça que j'essaie de faire des choses autour de l'art, des vieux papiers, comme je vous le disais, de la lithographie. Et il y a des touristes en fait qui ne savent même pas que les Beaux-Arts sont là, parce qu'évidemment ils connaissent le musée d'Orsay, ils connaissent le Louvre, ils savent pas toujours où c'est, donc on leur indique, mais je leur signale parfois que voilà, il y a les Beaux-Arts juste à côté, et ça les intéresse, ou l'Académie française, qui n'est pas loin non plus. Donc oui, nous faire déménager et enlever nos boîtes, je pense que c'est vraiment faire un très très mauvais sort à cette période qui se veut un grand rassemblement du monde entier, quoi qu'on pense des Jeux Olympiques. Personnellement, j'en pense pas du bien. On voit que c'est un rouleau compresseur, mais enfin, les gens vont venir. Et si on n'est pas là, ça va encore un petit peu plus abêtir notre vie. C'est plus Paris. Jérôme Calais, votre grand combat, c'est de faire inscrire les bouquinistes au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est bien ça, ou on en est où? Oui, alors ça aussi. Alors là, on est entre les mains du ministère de la Culture. C'est vrai que là, on est au patrimoine culturel immatériel français, et là, on attend que le ministère de la Culture diligente une équipe qui vienne faire une première enquête sur notre fonctionnement, sur ce que sont les bouquinistes. Cette enquête, ce dossier, une fois monté, sera proposé à une commission de présélection de l'UNESCO qui décidera si oui ou non ce dossier peut faire l'objet d'une candidature au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc là, la balle n'est pas dans notre camp, elle est dans le camp du ministère de la Culture. J'ajouterai à cela qu'on est quand même un symbole majeur de Paris. On le voit à l'unanimité du soutien qu'on a aujourd'hui face à la mairie et à la préfecture de police. C'est vraiment, on est aussi important que la Tour Eiffel. On mesure pas. On mesure aujourd'hui l'importance qu'on a aux yeux de la planète entière. On est dans l'imaginaire de tous les. On a des soutiens qui arrivent du monde entier. On a les télés du monde entier qui viennent nous filmer, parler de notre problème. C'est quelque chose d'inimaginable. Sur les pages Facebook de l'association, il y a on atteint des scores. On a des millions de vues par moment c'est du jamais vu pour nous. Voilà. C'est quelque chose. C'est là où on mesure vraiment à quel point on est un symbole. Quand les gens pensent Paris, ils pensent la Tour Eiffel, effectivement, mais ils pensent aussi les bouquinistes, comme ils pensent sur Notre-Dame. Mais c'est un peu comme si on disait, la Tour Eiffel, elle rentre pas horizontalement dans l'écran des caméras de la Télé2 des Jeux Olympiques, donc on va enlever le deuxième et le troisième étage. Vous voyez, ça serait à peu près la même chose. Et ça, on peut pas l'accepter. Et en plus, démonter les boîtes, c'est nous fragiliser énormément. Et les boîtes des bouquinistes, c'est unique au monde. On se quitte avec un petit air de Juliette Gréco? Avec plaisir. Est-ce que je peux rajouter une dernière petite chose? Allez-y, mais très vite. Oui, très vite. Pour les candidats potentiels qui veulent devenir bouquinistes, il suffit d'aller sur paris.fr, il y a tout le dossier, et en plus, vous avez, il y a une commission par an de toute façon, les places sont remises en jeu, tous les ans il y a des places en jeu. Ok, voilà. Merci beaucoup. Merci.